Paul Arsenault, bonjour. Merci de répondre à nos questions depuis Québec. S'il vous plaît, prenez votre boule de cristal pour la première question. Suite à l'émergence des technologies telles que le web et le mobile, il y a quelques années, on avait déjà vu le comportement des voyageurs évoluer. Et aujourd'hui, dans un contexte économique et sanitaire instable, on observe d'autres phénomènes. Une quête de sens réaffirmée, l'envie de privilégier des circuits courts, de dénicher des expériences authentiques. Selon vous, ces changements sont-ils passagers ou durables ? Enfin, ils sont passagers et je sens beaucoup d'espoir et de volonté dans ce que vous dites, d'imaginer que les gens sont meilleurs et recherchent le meilleur voilà, parce qu'il y a eu une épiphanie durant la COVID. Je crois pas. Je crois que les gens recherchent à optimiser leur temps libre de la façon la plus agréable pour eux et ludique. Alors, c'est vrai que la technologie a facilité beaucoup de choses. La découvrabilité des sites, des attraits, des destinations a rendu beaucoup plus facile le déplacement, la connaissance du temps de transport, la façon d'éviter les bouchons et tout et tout. Alors oui, le voyageur d'aujourd'hui est beaucoup plus autonome qu'il ne l'a jamais été. Et il a toujours aspiré à ça. Il a toujours aspiré à se désaffranchir des intermédiaires et du milieu institutionnel. Alors, on en a la preuve. Dès qu'il peut bouger, à partir du moment où le gouvernement lui dit c'est à 100 km de la maison que ça va se passer, quelle surprise de trouver qu'il découvre un circuit court et il découvre le circuit qui lui plaît, non pas le circuit qu'on avait prévu pour lui, développé pour lui, qu'on tentait de lui vendre. Il est capable de faire ça très, très, très bien. Et donc, à la question, est-ce que ça va être dans la durée, ça le sera à une seule et unique condition, si on comprend très bien ce qu'il fait, pourquoi il le fait et comment il le fait. Ce que je ne sens pas actuellement de la part des territoires, des destinations, moins de la France parce que je suis pas allé depuis un an, ça me rend tellement triste, vous n'avez pas idée. Mais de ce côté-ci, je ne sens pas cette volonté. Je pense qu'on a nommé comme une espèce d'incantation le fait qu'il y aura un circuit court, un touriste hyper local, et on n'a pas compris du tout de quoi il en retournait. Et on n'a pas répondu à ses besoins, ses attentes, justement pour ces raisons-là, parce qu'on n'a pas réalisé qu'en parlant d'un touriste de proximité, ce n'était pas le touriste qu'on est habitué de recevoir dans nos infrastructures. Bon, une fois qu'on a établi ça, je pense qu'il est possible, cela dit, si on a réussi à lui plaire, à répondre à ses aspirations, à lui démontrer que le produit qu'il a consommé en circuit court était de qualité équivalente, et la qualité, il faudra le voir en termes de perception, en termes de satisfaction, en termes de vécu, d'expérience et tout et tout. Alors oui, à ces conditions-là, on sera capable probablement, j'ai un chat qui vient de tomber par terre, on sera probablement capable effectivement de lui donner une réponse. Mais ce n'est pas le visiteur qui sera différent, c'est notre réponse qui sera différente. Le contexte est différent, amener un comportement différent, à nous de faire en sorte qu'il soit durable. Mais cette quête quand même d'un tourisme plus raisonné, est-ce que selon vous, ça concerne une petite partie des touristes ou bien est-ce que c'est un phénomène global qui concerne tout le monde ? On parle d'une niche. Parce que finalement, il y aura moins de gens. On n'a pas les chiffres finaux de la saison dernière, mais je suis convaincu qu'au final, il y a eu moins de départs en vacances, il y a eu moins de touristes, il y a eu taux d'occupation qui a été moindre partout, même dans des territoires qui ont été, à des moments, donc dans le temps et l'espace, davantage fréquentés que d'habitude. Mais je pense que le bilan final ne sera pas un bilan même pour la Bretagne qui a bien performé, sur un bilan annuel, je suis absolument convaincu qu'il n'y aura pas eu qu'on n'aura pas battu des records. Donc, à cet égard-là, c'est quelques peut-être élus qui ont eu la chance de se rendre au bon endroit au bon moment. Si je regarde l'exemple québécois actuellement, tout ce qui est chouette comme destination, nature rurale, belle, bord de mer, avec les plus beaux chalets, les plus beaux campings, tout est réservé à pleine capacité jusqu'à la fin 2021. Alors, la question ne se pose pas. Là où il faut être, il est trop tard. À la mi-mars, il est déjà trop tard. Euh, donc, essentiellement, ce qui va se produire, c'est que les visiteurs de plus loin, selon la réouverture ou non plus ou moins rapide et selon quelles conditions des frontières,
quelle sera la capacité de déplacement. Si je prends l'exemple d'Air Canada, le transporteur national ici, les estimations sont qu'il est comme transporteur à 20% de sa capacité opérationnelle d'avant la COVID. Il n'est pas en mesure d'ouvrir les mêmes lignes, les mêmes liaisons à la même fréquence qu'avant la COVID. Et ça va prendre plusieurs années avant qu'on retrouve ça. Donc, nécessairement, on va être effectivement sur un tourisme de plus grande proximité, un tourisme nord-américain pour nous qui viendra en automobile davantage qu'en avion. On n'a pas de réseau structuré ferroviaire, donc la question ne se pose pas pour nous, mais ça va être un système de contraintes et de difficultés qui va changer les comportements et non pas, encore une fois, une épiphanie ou une découverte d'un sens profond chez les visiteurs, à mon humble avis. Mais dans cette période de transition, comment le monitoring des destinations doit-il évoluer? Ben, il devrait commencer par débuter parce qu'il n'existe pas. Il n'y a pas de monitoring des destinations. On peut faire semblant. On peut faire semblant qu'on suit, qu'on regarde des taux d'occupation, etc. Qu'est-ce que ça nous dit? Un. Et deuxième problème, c'est ça nous donne un faux sentiment de pouvoir ou de contrôle. Nous ne pouvons pas, quand les frontières ouvriront, la France ne peut faire que quelque chose et quelques actions de communication, quelques actions de packaging, quelques actions de mise en valeur, à quelle vitesse les Sud-Coréens seront de retour à Paris, à quelle vitesse les Allemands retourneront à Londres. On a très peu de contrôle là-dessus, très peu de contrôle, encore une fois. Euh, et comme on a peu de contrôle, et habituellement, ce qu'on mesurait, c'était une croissance annuelle, essentiellement. Voilà. Donc, on a très peu de monitoring. L'autre inconvénient, l'autre danger, je l'ai entendu beaucoup encore ce matin, c'est une espèce de discours du type bon, on ne visera plus la quantité, on visera la qualité. Oui, mais comment? Comment fait-on ça? Quels sont les mécanismes qui nous permettent de savoir à quelle vitesse se fait la reprise? Si oui, comment on l'ajuste? Il y avait ce matin la discussion de comment fait-on ruisseler la demande excédentaire vers des territoires moins intéressants, moins pertinents, moins attrayants. Je ne crois pas beaucoup. Je ne suis pas de ceux qui croient que y aller avec un prix de consolation fonctionnera. Je dis à la blague à mes étudiants toujours en disant bonne nouvelle, vous devez vous faire opérer pour les yeux, vous avez une sommité mondiale. Une sommité mondiale qui va vous opérer. Le matin de l'opération, on vient vous voir juste avant de l'anesthésie. On dit mauvaise nouvelle, la sommité n'est pas disponible, mais on a trois pas si mal chirurgiens qui vont faire le boulot. Trois pas si mal ne remplacent pas un excellent. Ben, c'est la même chose avec le tourisme, avec l'attractivité. Un territoire non attrayant ne l'est pas pour des raisons historiques, de développement, de panorama, d'infrastructure, de qualité, etc. Et ce qui fait que la Bretagne, qui est très attractive maintenant, l'était il y a 150 ans, elle le sera dans 150 ans. Non pas du fait de ce que font les institutionnels, non pas de la qualité de sa communication touristique, mais bel et bien parce qu'elle est ce qu'elle est et que c'est. On parlait de l'ADN, donc cet ADN-là attire encore une fois. Donc, de faire un monitoring, il va falloir qu'on découvre, pour s'améliorer, il faut savoir d'où on part. Et je crois qu'actuellement, on n'a pas les bons chiffres, les bonnes indications, les bons indicateurs pour être capable de prendre des décisions qui, non pas d'une saison sur l'autre, d'une saison estivale sur l'autre, mais sur le long terme, va dire comment, comme milieu, il se développe, il change, il évolue. Un peu le discours qu'avait Joël Gaillet sur notre activité territoriale, c'est-à-dire pas seulement par le nombre de visiteurs, mais combien de gens s'y établissent, ont envie d'y travailler, d'y passer leur vie, une immigration, une participation de la vie économique à la vie sociale, à la vie démocratique. Je pense qu'il va falloir qu'on arrive avec ce type d'indicateurs-là qui n'existe pas, parce qu'actuellement, nos indicateurs sont mécaniques. Nombre de frontières, personnes qui ont franchi la frontière, combien de personnes ont pris l'avion, combien de personnes ont pris le train, combien ont été dans des lits marchands. Point. Paul, j'aimerais qu'on aborde un moment assez rapidement le tourisme bienveillant. On en entend énormément parler. Très concrètement, comment fait-on pour inciter les habitants et les voyageurs à devenir acteurs du tourisme bienveillant? Enfin, j'ai un peu de réserve avec le mot bienveillant parce que l'opposé de bienveillant, c'est malveillant. Et je ne crois pas qu'il y a des visiteurs malveillants, foncièrement. Je ne crois pas qu'on voyage pour aller foutre le trouble ailleurs.
Et je ne crois pas non plus qu'il y a des gens qui sont malveillants en recevant les visiteurs. Entre les deux, il existe des comportements naïfs, de méconnaissance du lieu, des codes, des façons de faire, de la propriété privée et autres, qui se traduit par un inconfort, une insatisfaction, des incivilités qui sont mal perçues par les résidents. Entre les deux, donc, je crois qu'il y a un accompagnement à être fait. Un accompagnement, pas par la main, mais il y a plusieurs types d'outils qu'on pourrait discuter dans l'accueil. Je veux dire, quand il y a des goulots d'étranglement, quand il y a trop de gens en bagnole sur certains territoires, pourquoi ne pas aller au-devant des gens de façon accueillante et gentille et expliquer, ben, écoutez, c'est pas possible aujourd'hui, revenez, voici une plateforme pour vous permettre de réserver pour votre séjour demain, pour revenir, voici... aujourd'hui, comme c'est complet, on vous invite à aller ailleurs, etc. Donc, je pense que ça prend un minimum de planification en amont sur l'accueil, sur développer pour différents types de clientèle. Généralement, enfin, les enjeux d'incivilité ont été liés finalement à la production de déchets et à l'utilisation d'un véhicule qui a été mal utilisé, mal stationné, mal garé ou à un endroit où il ne devait pas être. Donc, essentiellement, il faut surtout faire de l'expérience de l'an dernier, connaître ces phénomènes-là et les anticiper et accompagner. Donc, la bienveillance, essentiellement, c'est vouloir du bien. Et c'est le rôle des destinations touristiques, c'est le rôle du milieu institutionnel, à la fois de parler aux prestataires, à la fois de parler aux citoyens, aux résidents, aux habitants, mais également offrir les outils de sensibilisation, de réservation, de planification qui répondent à leurs besoins et aux usages qui ne sont pas les usages des visiteurs habituels.